Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le Mercosur, c'est le traité de la colère pour les agriculteurs. La signature de l'accord du Mercosur, c'est la fin de l'élevage français et européen. La fin, c'est terminé. À un moment donné, il faut faire péter la cocotte minute parce que sinon, les agriculteurs ne vont pas s'en relever. Emmanuel Macron a pour la première fois semblé accepter l'idée du traité de libre-échange. Les échanges que j'ai pu avoir, je suis plutôt positif. Mais je reste vigilant. Un enthousiasme soudain qui a surpris jusque dans les propres rangs d'Emmanuel Macron. On peut pas se moquer des gens comme ça, c'est pas honnête. Nos agriculteurs n'arrivent plus à vivre dignement de leur travail. Quitte à être les dindons de la farce, il faut nous le dire maintenant. Si on veut être les plus beaux du monde, les plus verts du monde, et qu'on apporte notre nourriture de l'étranger, ça n'aura absolument aucun intérêt. Chers auditeurs, il est des jours où le titre de cette émission, La France dans tous ses états, répond de façon lumineuse à l'actualité. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Des paysans exaspérés qui sont au bord de l'insurrection à force d'être trimballés de promesses non tenues en mensonges organisés. Nous aurons avec nous Jérôme Bail, vous savez, ce personnage avec une jolie barbe, ce leader agricole qui avait fait plier le gouvernement en 2024 et devant lequel Gabriel Attal, vous savez, il y avait une motte de foin dans la cour de ferme, Premier ministre, s'était engagé à prendre le taureau par les cornes. C'était encore de belles paroles et Jérôme Bail va nous expliquer pourquoi. Autre homme de la terre en colère, le vigneron Pascal Pelagatti, qui clame son ras-le-bol. Il est Béziers dans le Midi. Contrainte administrative, campagne dénigrant le vin. Voilà, les vignerons aussi sont en souffrance et sont eux aussi au bord de la colère. Nous reviendrons sur la messe célébrée à Verdun à la mémoire du maréchal Pétain et du malaise que cette cérémonie a suscité. J'essaierai de vous faire un décryptage du pour et du contre. Est-ce que la police et Daesh, c'est la même chose? Certains pensent que oui. On essaiera de diagnostiquer les propos de ce que mon ami André Berkoff appelle les rachitiques du bulbe. J'adore cette expression, je l'utilise avec parcimonie, mais là, comparer la police française à Daesh, je pense que c'est justifié. Maud Koffler vous expliquera la différence entre un Souchon et un Doré, à l'heure d'insulter une partie du peuple français. Et puis, restez bien avec nous à 13h, nous recevons Florence Bergeau-Blaquer, chercheuse au CNRS, avec qui nous parlerons des dangers que font peser les réseaux islamistes intégristes en France qui s'infiltrent un petit peu partout dans les appareils de l'État. Restez avec nous, et appelez-nous au 0826 300 300. C'est maintenant, c'est ici et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Alors figurez-vous que la polémique Chahine, la boutique près de l'hôtel de ville n'a pas cessé de défrayer la chronique. Et là, nous apprenons que la Commission européenne savait tout des problèmes qu'allait susciter l'importation massive de petits colis chinois et de mise en vente sur les lignes, en ligne des produits fabriqués en Chine, et que elle n'a jamais posé le problème sur la table, le dossier sur la table comme elle se devait. Il a fallu l'attendre l'installation d'un magasin physique au cœur de Paris, celui qui a suscité la polémique, pour que la Commission se bouge. Ainsi, nous savons qu'en février 2025, la Commission européenne a envoyé à Chine une demande d'information sur les risques liés à la présence de biens illégaux sur sa plateforme. De produits dangereux, de produits pas aux normes. Ils le savaient, ils l'avaient quantifié, et ils ont demandé à Chine de s'expliquer. Tiens donc, elle avait déjà demandé une demande d'information déjà en janvier 2024. Enfin, c'est extraordinaire, donc elle savait tout, mais on disait rien parce que la Commission européenne doit considérer qu'après tout, c'est le libre-échange, c'est l'Europe, et qu'il n'y avait pas matière à s'inquiéter. Réponse de la Commission après le scandale des poupées pédopornographiques. Nous réfléchissons à la façon de taxer les petits colis en 2028. Faut pas être pressé, Mais pour l'heure, hors de question de fermer la plateforme Shein parce que c'est pas conforme à la législation européenne. Alors on se dit en France, on se souvient des déclarations du ministre de Roland Lescure, ministre de l'économie et des finances, qui dit s'il ne respecte pas, on fermera la plateforme. Et Serge Papin, il était chez nos confrères d'RMC, mais il s'est déclaré sur d'autres médias. Serge Papin, ancien patron de Système U, aujourd'hui ministre du Commerce et de l'Artisanat, a reconnu, il est allé lui-même à Roissy, il a ouvert les paquets, il a vu des aberrations, il cite un petit colis avec 100 produits de maquillage pour les ongles, pour se teindre les ongles à l'intérieur qui sont évidemment hors normes, et alors il veut nous rassurer en disant on a pris des mesures et le Shein de demain ne sera pas celui d'hier, donc oui, on va être très vigilant, on va regarder, mais on va s'assurer que Shein ne puisse pas importer des produits qui peuvent être dangereux, nocifs, en tout cas contraires aux valeurs commerciales de l'Union européenne.
européenne. Eh bien, écoutez, no comment, parce qu'il sait très bien, Serge Papin, j'ai beaucoup d'estime pour lui, et je ne doute pas qu'il soit un ministre engagé pour la défense du commerce et de l'artisanat. Je ne pense pas que de déclarer que le Chine de demain ne sera pas celui de Chine d'hier et représente la moindre garantie et la moindre sécurité pour le consommateur français. Les agriculteurs français font de la résistance face au Mercosur. On en parle dans un court instant avec Jérôme Bel et n'hésitez pas à réagir au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Emmanuel Macron s'est entretenu mercredi dernier avec une délégation d'agriculteurs à Toulouse pour réaffirmer que le projet d'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, tel qu'il existe aujourd'hui, recueillera un non très ferme de la France. C'est ce que rapporte la ministre de l'Agriculture Annie Genevard. Et en même temps, la sortie du président de la République au Brésil il y a un peu plus d'une semaine, considérant qu'il y avait aussi du positif dans le traité, a remis de l'huile sur le feu. Alors que faut-il croire ? En tout cas, les agriculteurs ne sont pas au bout de leur peine. On en parle aujourd'hui avec Jérôme Bail, éleveur de bovins en Occitanie. Bonjour. Bonjour Jérôme Bail. Salut Pierrico. Bonjour Jérôme, dites-moi, dites-moi. Vous pensiez rentrer dans votre étape tranquillement. On se souvient de vous, avec Gabriel Attal, dans les négociations sur votre tracteur. Vous aviez mobilisé la paysannerie française, une des plus belles jacqueries. Vous montiez sur la capitale. La France a eu peur, mais elle était avec vous de tout cœur. On se disait, bon, ça y est, ils ont gagné, là. Les déclarations de Gabriel Attal, Marc Fesneau était derrière lui, ministre de l'Agriculture. On vous a tout promis, tout était réglé, on allait prendre le taureau par les cornes. On ne vous donnerait plus jamais l'occasion de vous fâcher. Et là, Jérôme Bel, je vois que vous êtes reparti sur les routes en colère, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que les dirigeants français vous auraient raconté des histoires ? Est-ce que les dirigeants français m'ont raconté des histoires et nous ont raconté des histoires on peut pas dire oui, mais on peut pas dire plus, voilà, parce que tout simplement, Gabriel Attal, quand il avait annoncé sur les votes de paille, cette image qui a fait le tour de France et le tour d'Europe, tout simplement, il a tenu ses engagements sur la MHE, sur la détaxation du GNR, du gasoil non routier. Mais après, derrière ça, il n'y a plus rien qui s'est passé. Voilà, après, on connaît la suite. Raison pour laquelle, d'ailleurs. Élection européenne, dissolution, remaniement, censure. Et voilà, et nous, pendant ce temps, dans nos exploitations, mais plus rien n'avance. Dans l'administration, plus rien n'avance. Et au final, la colère remonte et le doute persiste. D'ailleurs, Jérôme Bail, pour prouver votre bonne foi à l'époque, vous aviez dit, nous avons obtenu des avantages, des améliorations, il y a eu des concessions, vous étiez de bonne foi et c'était effectivement des concessions qui étaient réelles, vous les avez pas inventées. Mais le problème, c'est que ça s'est arrêté là. Et le reste qui était essentiel n'a jamais été donné. Pourquoi est-ce que le gouvernement, alors vous expliquez qu'il y a eu des étapes politiques, mais quand même depuis le temps que les gouvernements de la France, de gauche, de droite, du centre, promettent à l'agriculture française des solutions, j'allais dire, courageuse et nécessaire, importante, pourquoi ça se met jamais en place ? Quelle est aujourd'hui, avec le recul que vous avez, l'expérience que vous avez, Jérôme Bail, quelle est la véritable raison de l'immobilisme des gouvernements français qui ne peuvent pas prendre des décisions définitives et importantes ? Tout simplement, l'électorat. Ils veulent fâcher personne. Et on le voit. Il y a plusieurs raisons, mais la première pour moi c'est celle-là. Il n'y a pas un politique. Mais les Français vous soutiennent, Jérôme Bail. Les Français vous soutiennent. Ils nous soutiennent jusqu'à un certain point. On l'a vu avec la loi du plomb. Donc voilà, non, il faut du courage politique. Il faut pas avoir peur de parler d'avenir agricole. Moi, on parle de plan d'avenir agricole, mais après il y a l'Europe aussi qui nous entrave beaucoup. Et voilà, donc on est entre le marteau et l'enclume. Aujourd'hui, les politiques, je peux vous le dire, j'étais présent mercredi avec le président de la République. Oui. À l'écouter, l'agriculture était le centre de la France, et le centre du monde. Malheureusement, c'est pas le cas. Ça, verbalement, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement, le président ? Est-ce qu'il vous a adressé la parole personnellement ? Il a pu s'isoler avec vous dire un petit mot, ou c'était collectif ? Non, il a parlé collectif. A parlé collectif. Et après, derrière ça, c'est compliqué parce qu'il tient un discours où c'est qu'il explique que le Mercosur, c'est une très bonne chose pour l'économie européenne et que les conséquences sur l'agriculture française ne seront pas trop fortes. C'est même pas sûr. Peut-être qu'il a raison, mais aujourd'hui,
on en a marre d'être sacrifié, on en a marre d'être la variable d'ajustement de toute cette économie, de toute cette écologie. Et chaque fois, on prend l'agriculture et au final, rien n'avance. Les gens dans les fermes ont vraiment perdu le moral, ont perdu l'espoir et ont perdu le but, puisque au bout d'un moment, nous on fait un métier passion, hein, comme je l'ai dit, si on avait on aurait décidé d'être agriculteur pour être riche, on ne l'aurait pas fait. Ah, c'est clair. Et encore moins dans notre région. Jérôme Bail, vous avez été touché personnellement par la mort de votre papa. Vous lui avez fait un serment? Vous lui avez fait un serment? Bien sûr, bien sûr. Et quel serment vous lui avez fait? Je lui avais fait la promesse que je redresserais sa ferme et que j'en ferais une ferme référence du Volvestre et que je me battrais pour lui, pour sa mémoire et pour la mémoire de tous les agriculteurs qui ont fait comme lui et qui font malheureusement comme lui. Voilà, parce qu'il faut se battre pour ces gens-là, parce que aujourd'hui, on les pousse à bout, ils ont été poussés à bout, parce qu'ils n'y arrivent plus, parce que les gens dans l'administration n'arrivent pas à comprendre que nous, les papiers, c'est pas notre priorité. Et je l'ai expliqué dans la Sarthe il y a 15 jours, lors d'une conférence. Mon père, quand il a commencé l'agriculture, 90% de son temps, c'était l'agriculture. C'était l'élevage, c'était l'entretien de ces animaux, de ces cultures. Aujourd'hui, ça représente même plus 40% de notre temps. On passe plus de temps à faire des papiers, à expliquer, à répondre à des contrôles, à répondre à des normes, qu'à faire notre métier d'agriculteur. Vous savez que dans un hôpital, il y a plus de la moitié du personnel soignant qui fait de la paperasse au lieu de faire des soins. Vous êtes confronté au même problème, cette bureaucratie franco-européenne mise en place, je ne sais pas s'ils sont des énarques, des polytechniciens, enfin des gens très intelligents, qui fait que vous n'arrivez plus à faire votre métier avec l'énergie et le temps dont vous avez besoin. Vous êtes éleveur, Jérôme Bail, en Haute-Garonne? Ouais, mais moi, ma passion, c'est l'agriculture. Mon métier, c'est l'agriculture. Quel type d'élevage vous faites? Je suis en polyculture élevage, donc je fais de la céréale pour mes animaux et j'ai des vaches à viande. D'accord. Des limousines. Ouais. De la bonne viande. Nourrie à l'herbe au pâturage. Nourrie à 95% de la ferme, voilà. On essaye de choper. Moi, j'ai voulu refaire ce que faisaient mes parents, mes grands-parents, essayer de revenir dans une autonomie alimentaire pour faire une alimentation vraiment de qualité et surtout pour entretenir et valoriser au mieux mon territoire. Vous vous en sortez ou non, économiquement? Non, on finit l'année à zéro. Il paraît que le prix de la viande a légèrement remonté, me dit-on chez d'autres. Ouais. Bien sûr, c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire. Depuis 8-10 mois, depuis le début de l'année, on voit une grosse croissance des prix des broutards, des veau-combans et de la viande. Mais le problème, c'est que on produit trop cher, c'est ce que j'ai dit au président de la République. Vous êtes, au niveau horaire, vous êtes aux 35 heures ou aux 36? Je suis peut-être aux 36 tous les 3 jours. Non, mais c'est vous dire. Mais attendez, ça fait 30 ans qu'on entend la souffrance paysanne et agricole. C'est terrible et on ne voit pas l'issue puisqu'on vous promet des choses qui ne sont pas tenues. On a Philippe en ligne, Jérôme, restez avec nous. Philippe, vous m'entendez? Oui, bonjour Sud Radio, merci de nous faire partager ces moments très importants. Vous nous appelez d'où, Philippe? Alors moi, je suis à Casillac, au Vignon-en-Quercy, au nord du Lot. Très bien. Un des plus beaux départements de France. Du côté de Martel, par là? C'est ça. Magnifique. Enfin un connaisseur. La vallée de la Dordogne, magnifique. Souillac n'est pas loin. Souillac n'est pas loin et Rocamadour non plus. Voilà, pour parler au début. 10 sur 10. Je vous écoute, Philippe. Voilà, mais moi je veux toujours enfoncer le clou et répéter que c'est tout simple. C'est que si on veut garder de l'agriculture française, de la production, et installer du monde agricole dans les jeunes, il ne faut pas qu'on ait cet accord-là, quoi. Voilà. Parce que, pour vous rappeler un peu, quand il y a eu l'agneau de Nouvelle-Zélande, il y a 20 ans. Oui. On a perdu l'année qui a suivi 1 million d'ovins. Oui. 1 million d'ovins. Et ça, les gens, ils ne s'en rappellent pas. Ça avait été dit pourtant. Et on a oublié. On a perdu 1 million d'ovins. Oui. Donc aujourd'hui, on n'est pas contre que la marchandise rentre, mais il faut qu'elle ait le même cahier des charges que la France. Le même cahier des charges.
Mais pour ça, il faut qu'on ait une Europe qui soit cohérente, la préférence communautaire. On se fournit d'abord dans les pays européens, et ensuite, si on n'a pas le même produit à ce prix-là, peut-être qu'on peut envisager d'exporter de l'extérieur de l'Europe. Attention aussi, les Allemands. Aujourd'hui, on a beaucoup dans les restaurants, dans la collectivité, la viande qui vient d'Allemagne. Eh oui. Attention, parce que les Allemands vont acheter dans ces pays-là, le Paraguay, le Brésil, tout ça, et elle sera transformée en Allemagne et elle viendra de l'Union européenne. Voilà. Attention, soyons vigilants. Voilà, il joue pas le jeu. Il joue pas le jeu. On n'a pas les moyens de le contrôler. On n'a pas les moyens de le contrôler. Vous savez, l'Union européenne, elle est au service de l'économie allemande, et si le Mercosur, on le signe, c'est parce que l'Allemagne en a besoin. Et que nous, ça nous serve pas, ou que ça nous desserve, ça leur est égal. Jérôme Bail, sur le Mercosur, quelle garantie avez-vous reçue du président de la République? On va faire des compensations, ou on va pénaliser les produits qui vous font du mal? Parce qu'on n'arrive pas à savoir exactement le fin mot de l'affaire. Mais il a tout simplement dit que dans cet état, il ne signerait pas. Voilà. Mais moi, comme je l'ai dit... C'est pas ce qu'il a dit au Brésil, hein. À Belém, il n'a pas dit ça. Mais ça, c'est... Peut-être qu'il n'a pas fait de sport collectif, et nous, dans le sud-ouest, on fait du sport collectif et beaucoup du rugby. Et quand on va jouer à l'extérieur, on dit qu'il faut en avoir une grosse paire pour garder la tête haute. Vous savez qu'il y a une norme européenne dans les traités de l'Union de fonctionnement intérieur qui s'appelle le droit de réserve. Et quand un pays considère qu'un traité commercial est contraire à ses intérêts ou préjudiciable pour ses activités économiques, il a le droit de ne pas le signer. On aurait pu le faire pour les poulets ukrainiens. Quand l'Union européenne a décidé de ne retirer les droits de douane des poulets ukrainiens qui ont évidemment abîmé notre élevage, nos élevages avicoles, tout ça pour que l'argent aille chez un trader ukrainien dont le siège était à Chypre, on n'a pas utilisé le droit de réserve. Là, on peut l'utiliser. Est-ce que vous souhaitez qu'on utilise le droit de réserve? Bien sûr, moi je suis pour le protectionnisme. Mais après, c'est le consommateur aussi qu'il faut alerter. Parce qu'aujourd'hui, les revenus des ménages sont tellement faibles, la priorité des ménages qui est plus du tout sur l'alimentation. Bien sûr. Ça va être compliqué de se réintroduire là. Et moi, ce que j'ai dit au président, au bout d'un moment, il faut que les gosses dans nos écoles commencent à remanger français. Mais tout est prévu, il y a des énergies, vous le savez bien, Jérôme Bail, il y a des énergies qui se mobilisent, on prend conscience, et de plus en plus de consommateurs et de responsables et d'élus prennent conscience de ça. Vous savez, le Mercosur, c'est le Shein de la malbouffe. Voilà, on s'indigne pour Shein, on va prendre des mesures, les ministres vous disent on va bloquer les plateformes, on va taxer, et puis quand il s'agit de produits agricoles qui seraient interdits d'élaboration ou de fabrication en Europe et en France, là, on ne voit plus rien. C'est honteux. Mais il n'y a même pas que la norme de fabrication. Il y a tout simplement le côté social. Nous, en France, si on embauche quelqu'un, il nous coûte au minimum 20 euros de l'heure. Oui. Là-bas, il travaille pour 3 euros de l'heure. Donc c'est plus... À partir de là, on ne sera jamais compétitif. Vous avez vu que les produits qu'on va leur taxer, il y aura en contrepartie des compensations financières dues au préjudice que ça pourrait porter au pays de... Mais on marche sur la tête. Ce que je lui ai fait remonter, parce qu'il disait que c'était une bonne chose pour nous. Et moi, je lui ai dit, mais alors pourquoi vous avez prévu une compensation financière? C'est que vous savez déjà à l'origine, avant de distribuer les cartes, qu'on va perdre de l'argent. Et voilà. Donc, c'est un double discours. Mais malheureusement, j'ai peur que ce soit trop tard. Parce que je pense que c'est bien avancé. Et l'autre problématique qu'il y a, il faut qu'on le sache, c'est qu'aujourd'hui, la France ne pèse plus en Europe. Ça, c'est clair. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on en est là. Jérôme Bail, vous restez mobilisé, je suppose, activement. Et on reste sur le qui-vive, ça c'est sûr. On vous suit de très près. Évidemment, on reste en contact avec vous et vous venez à l'antenne sur Sud Radio nous faire le point sur la situation, parce que c'est un combat qu'on partage avec vous. Merci d'avoir été sur Sud Radio aujourd'hui, Jérôme Bail. À très vite, à très bientôt. Un humoriste qui compare les policiers aux combattants de Daesh, ça vous indigne? Nous aussi, alors appelez-nous au 0826 300 300, on en parle dans un petit instant, à tout de suite. Les perles du jour. La polémique de ce week-end, c'est cette messe célébrée en la mémoire du maréchal Pétain à Verdun, Périgot. Oui, une messe qui a été commémorée à la mémoire du maréchal Philippe Pétain, à l'initiative de l'association de défense de la mémoire du maréchal Pétain, dont le président, monsieur Serge Boncompin, a déclaré que Philippe Pétain avait été le premier résistant de France. Alors, à l'occasion de cette cérémonie, évidemment, le préfet de la Meuse a porté plainte
pour contestation de crimes contre l'humanité, et la polémique a été rouverte, une polémique très ancienne, qui fait partie vraiment de notre histoire depuis la mort du maréchal Pétain en 1951 et sa condamnation à mort en 1945, changé en prison à vie par décision du général de Gaulle. Je voudrais juste repositionner, sans rentrer vraiment dans la polémique elle-même, repositionner les faits. Alors, je rappelle que le maréchal Pétain a été déchu de sa qualité de maréchal et qu'aujourd'hui on devrait ne plus dire que général Pétain. Dans l'histoire, il est maréchal Pétain, il a été fait maréchal en novembre 18. Je veux juste rappeler que le général Philippe Pétain a été nommé chef d'état-major des armées françaises en mai 1917, sur décision de Georges Clémenceau, président du Conseil des ministres, avec l'accord de Raymond Poincaré, président de la République. Il a été nommé chef des armées françaises en mai 1917, suite à l'offensive Nivelle. Le général Nivelle était le prédécesseur de Philippe Pétain à la tête des armées françaises. On dit bien c'était les chefs des armées françaises. Offensive Nivelle, chemin des Dames. 250 000 morts. Catastrophe pour gagner, je crois, 3 kilomètres de terrain. Sentant évidemment l'émoi dans l'armée française, là les troupes n'en pouvaient plus d'être envoyées à la boucherie. Clémenceau nomme Pétain homme pragmatique, très très apprécié de la troupe, qui décide tout simplement qu'il est inutile de faire des offensives meurtrières, d'envoyer des jeunes hommes au massacre, puisqu'il considère que l'Allemagne est en position de force et que tant que les armées américaines, les soldats américains ne seront pas arrivés sur le front, la France n'a aucune chance de l'emporter. Donc inutile d'envoyer à la boucherie des jeunes qui peuvent très bien rester dans les tranchées au lieu de se faire massacrer par la mitraille. C'est ce qui vaudra cette image d'homme qui est soucieux des conditions de vie du poilu dans les tranchées. Rappelons que cette guerre de 14, au-delà de la barbarie qu'il y a eu dans la guerre de 39-45, la guerre de 14, les tranchées, c'est quelque chose d'absolument monstrueux, c'est une tragédie, c'est une ignominie. 1 258 000 morts, des jeunes hommes entre 18 et 40 ans, c'est une boucherie, c'est une plaie dans l'histoire de France. Et évidemment qu'en 1940, quand on sent que la guerre va recommencer, l'engouement pour recommencer cette boucherie n'est pas au cœur, n'est pas au centre des Français, de l'esprit des Français, et qu'on essaie d'éviter. Il y a une forme de pacifisme parce qu'on ne veut pas reproduire ça. Donc le général Philippe Pétain, chef des armées françaises, vit co-vainqueur avec Clémenceau et les autres généraux. Le maréchal Foch, lui, a été nommé chef de l'état-major interallié, c'est-à-dire qu'il commande les troupes françaises, anglaises, italiennes, belges, voilà. Mais le chef des armées françaises, qui défilera le 14 juillet 1919 sur l'Arc de Triomphe en tant que représentant de l'armée française, c'est le général Pétain. Il garde cet aura. Il sera ministre de la guerre, il sera président du Conseil supérieur de la guerre. Il a été fait maréchal, comme je vous l'ai dit, en novembre 1918. Celui-là, peut-être, mériterait que, si on s'en tient à ces circonstances-là, a droit à un hommage, voilà, des victimes de 14, de tous ceux à qui il a sauvé des vies en n'envoyant pas des régiments et des divisions entières à la boucherie. Et puis il y a le Philippe Pétain, défaite de 40, il est appelé parce que justement il est le héros de Verdun, que la France est dans un état, j'allais dire, de désastre total, c'est l'effondrement absolu, la République s'est effondrée, la classe politique était au plus bas, et on va chercher le sauveur de la patrie pour prendre un nouveau gouvernement. Et le maréchal Pétain instaure ce qu'on appelle le régime de Vichy, évidemment avec la collaboration sans jeu de mots d'autres hommes politiques qui sont avec lui, et le 10 juillet 1940, il est investi comme chef de l'État français, rappelons-le, par la Chambre des députés du Front populaire, celle qui avait été élue en 1936 avec une majorité de gauche, sauf les députés communistes qui avaient été interdits à cause du pacte germano-soviétique. Le président Daladier avait fait un décret d'interdiction, mais c'était la Chambre du Front populaire. Il est investi chef d'État avec des pouvoirs constitutionnels le 10 juillet 1940. Il supprime dès le 11 juillet, c'est déjà une entorse à son mandat, il supprime le poste de président de la République et prend tous les pouvoirs. Et puis acte fatal, le 3 octobre 1940, il signe le décret portant sur les Juifs, avec certaines mentions à noter de sa main. Alors ce Pétain-là, effectivement, on n'a pas à le célébrer. Il est jugé par la haute cour en 1945. Il dira c'est moi que l'histoire jugera. Eh ben, il est jugé par l'histoire. Il est condamné à mort. Même si les jurys étaient composés quand même surtout de résistants, il est condamné à mort. Et eu égard aux relations amicales qu'ils avaient eues, de discipline et de dévotion que le général de Gaulle avait
colonel de Gaulle avait eu avec le maréchal Pétain qui était son maître, eh bien le général de Gaulle commu la peine de mort en prison à vie, et le maréchal Pétain finira ses jours à l'Île-Dieu. Il meurt en juillet 1951. Ensuite, on a voulu réhabiliter l'image la mémoire du maréchal Pétain, une association de défense, son avocat Maîtrise Orny. On a demandé souvent à ce que les cendres du maréchal Pétain soient transférées de l'Île-Dieu jusqu'à l'Esseur de Douaumont à Verdun. Des présidents de la République ont fleuri la tombe du maréchal Pétain. Voilà, tout ça est tout à fait légitime. Mais une messe à la gloire du maréchal Pétain, celui de 40, en disant qu'il a été un héros de la résistance, ça c'est quelque chose qui n'était pas admissible. Donc le préfet de la Meuse a été dans son droit de porter plainte tout simplement, mais je tenais à rappeler les faits. Il y a eu un général Pétain de la guerre de 14 à Verdun, et puis il y a eu le maréchal Pétain du régime des Vichy. Ce n'est pas le même homme, et donc si l'un mérite effectivement un hommage à sa mémoire, le deuxième ne le mérite pas. Be proud of you. François Hollande, le retour. L'ancien président de la République refuse de se soumettre à une primaire de la gauche. Alors là, ça va nous changer de la mémoire de 14 et du maréchal Pétain. On a la gauche qui était mal en point, très divisée, avec une prédominance de la France insoumise au sursaut mélenchonien. Et puis la dissolution de juillet 2024 les avait rassemblés. Ils avaient fait le Front populaire. Grâce au Front populaire qui était passé au Front républicain, c'est-à-dire qu'on avait demandé à des gens de droite de voter pour des élus de gauche et à des électeurs de gauche de voter pour des candidats de droite, eh bien le Front populaire est arrivé. Alors il a eu le plus grand nombre d'élus, même s'il n'a pas eu le plus grand nombre de voix par parti, et c'est effectivement le parti qui à l'Assemblée nationale totalise près de 205 voix si on met ensemble les socialistes et France Insoumise, les communistes et les écologistes. Donc tout allait dans le meilleur des mondes. Ils ont proposé Julie Castetz comme candidate de Premier ministre en juillet 2024. Ça ne s'est pas passé comme ça. Nous avons eu Michel Barnier, nous avons eu François Bayrou, et aujourd'hui nous avons Sébastien Lecornu. Alors, prochaine étape politique pour que la gauche se rassemble, eh bien, c'est l'élection présidentielle de 2027. Et alors là, tout part en... excusez-moi. Tout part à volo. Voilà, j'allais trouver un terme anatomique qui ne correspond pas. Et alors, on a d'un côté une tendance de la gauche, portée par Olivier Faure, donc Parti Socialiste, Marine Tondelier, François Ruffin, Clémentine Autain, Raquel Garrido et Alexis Corbière, et même Madame Castetz, pour une primaire qui désignerait un candidat unique de la gauche à l'élection présidentielle de 2025. Mais évidemment, Jean-Luc Mélenchon, qui ne veut pas de primaire parce qu'il n'est pas sûr d'être désigné, n'en veut pas. Raphaël Glucksmann, qui ne veut pas de primaire parce qu'il n'est pas sûr d'être désigné et il a envie d'être candidat, non plus n'est pas dans cette volonté de faire une primaire, et Fabien Roussel non plus n'en veut pas, et même Bernard Cazeneuve, qui s'est rapproché de Raphaël Glucksmann, ne veut pas de primaire. Alors on a l'intervention d'Éric Coquerel, qui est le président de la Commission des Finances, très proche de Jean-Luc Mélenchon, et là ce matin sur France Inter, François Hollande, qui explique que la primaire de la gauche est une machine à perdre. Donc il n'y aura pas de primaire de la gauche, il n'y aura pas de candidats désignés par l'ensemble de la gauche. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'ils ont tous envie d'être candidats, ils ont envie d'être élus à l'élection présidentielle 2027, et qu'au lieu de jouer la carte de l'intérêt général de la gauche, donner une chance à la gauche qui est très divisée, qui est mal en point aujourd'hui justement avec les écarts, avec les changements d'attitude et de stratégie par rapport à la loi sur la retraite, avec la France Insoumise qui est en guerre avec le Parti Socialiste et se traite de tous les noms, eh bien au lieu d'essayer de refaire une réconciliation de cette gauche, eh bien chacun joue perso pour essayer d'être candidat, comme si François Hollande pouvait encore imaginer, ou Olivier Faure être un jour président de la République. Enfin, on verra bien ce qu'il en est, mais enfin bon, on sent, les probabilités sont... Alors nous ne sommes plus dans la machine à perdre, à gauche, nous sommes tout simplement dans la logique du suicide collectif. L'humoriste Pierre-Emmanuel Barré n'a pas fait rire tout le monde sur Radio Nova la semaine dernière, et on comprend pourquoi. Écoutez. De mon côté, il y a de fortes suspicions que Laurent Nunez soit une grosse cuive à pisse. mais présomption d'innocence. On attend l'enquête de l'IGPN. Suspense. Non, bien sûr. Non, ils vont pas se réveiller un matin et admettre que ces institutions sont structurellement brutales, racistes et déresponsabilisantes. Mon enquête ira plus vite. Des viols, des mutilations, des meurtres et des mecs qui se filment en train de faire tout ça en se marrant. En fait, la police et la gendarmerie, c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi. Merci de m'avoir écouté.
Donc la police française, c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi. Diantre. Et c'est un humoriste qui dit ça, de l'humour. Alors pas sûr, même sur le ton de l'humour, que le fils et la famille de Jean-Baptiste Salvin, qui avait 42 ans, et de Jessica Schneider, qui avait 36 ans, quand ils ont été poignardés à mort pour l'un, égorgés pour l'autre devant son petit garçon, parce que policier, parce que policière. Pas sûr que le fils et la famille apprécieront cette touche d'humour. Je rappelle les faits, c'était le 13 juin 2016 à Magnanville. Ce jour-là, nous comprenions que Daesh, qui a revendiqué le double crime barbare commis par un ressortissant français d'origine marocaine, Larossi Abdallah, qui a été condamné depuis, évidemment, que Daesh s'en prenait à des policiers désormais dans leur vie familiale, dans leur vie privée. On allait les chercher chez eux et on les égorgeait chez eux devant les enfants. D'ailleurs, l'assassin proféra des menaces de mort en les citant contre Gilles Kepel, Léa Salamé, Bernard de la Villardaire, Rutel Krief, Audrey Pulvar, Mohamed Sifaoui. Bon, mais écoutez, no comment sur cette allusion Daesh, la police française c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi. Tout ce que je souhaite à Pierre-Emmanuel Barré, c'est de ne jamais figurer sur une liste où des islamistes voudraient demander sa mort. Voilà. Perico, s'il vous plaît. Oui, je suis un peu, un peu perdu. Non, perturbé par le sujet qu'on vient d'évoquer. On change totalement de registre là. Oui, et pourtant, un peu de légèreté. Et pourtant, légèreté, on reste dans l'aberration quand même, ma chère Maud. Vous êtes allé assister à un concert vendredi et quelque chose vous a marqué. Oui, figurez-vous, Perico, que le chanteur chantait. Il chantait. Et les mots qui sortaient de sa bouche n'étaient pas les électeurs du Rassemblement National sont tous des cons ou Front républicain contre le fascisme, non. Il y avait des mots simples, des mots qui sonnaient juste, de très belles mélodies, une mise en scène extraordinaire, un public généreux, intergénérationnel, qui était juste heureux d'être là. Et je vous rappelle quand même pour le symbole qu'on était le 14 novembre, au lendemain de l'hommage aux victimes du Bataclan. En fait, on m'a invité à découvrir un chanteur dont je pas vraiment fan, mais qui objectivement a un talent indiscutable sur scène et une autodérision qui fait plaisir, c'est Julien Doré. Et ça vous surprend qu'il n'ait pas tenu des propos politiques sur scène ? Mais oui, parce que quand on entend Alain Souchon dire que les Français ne sont pas assez cons pour faire élire le Rassemblement National et que s'il passait, il s'enfuirait en Suisse. La Suisse est pétée de thé. Oui, parce que si Alain Souchon se tire en Suisse, c'est pas pour ses chocolats et son fromage, et je vous passe la litanie des artistes qui accablent cet électorat avant chaque élection. Admettez qu'avec tout ça, on peut s'attendre à tout. Et puis je trouve ça tellement dommage d'écrire de si belles chansons et de dire de telles bêtises. Souchon, je l'ai vu il y a quelques mois, le temps d'un concert, on l'avait rencontré en loge ensuite. C'est un garçon adorable qui rit, qui vit, qui a commis les œuvres qu'on connaît, qui a cette sensibilité qu'on adore, qui a vraiment l'air d'avoir 10 ans, sauf qu'à 10 ans, on ne fait pas de politique et on ne signe pas non plus des pétitions pour empêcher l'ouverture d'un Carrefour City dans son quartier parce que ça risquerait d'attirer une population différente de celle qu'on côtoie habituellement. C'est pas très gaucho-compatible. Et puis quitte à faire de la politique, parce que moi j'adore Sardou par exemple, faut pas se prendre au sérieux ou alors tu t'attaques aux idées et aux personnes, et pas aux personnes, pardon. Un peu de subtilité, un peu de respect pour le public aussi. Bref, quoi qu'il en soit, je vous laisse écouter la meilleure reprise de Julien Doré, la chanson que tout le monde attend à la fin de chaque concert, histoire d'avoir, nous, vraiment 10 ans. C'est une comptine pour enfants, et je peux vous dire qu'au concert de Julien Doré, on bat les records de chenilles sur cette reprise. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les crocodiles. Vous connaissiez Perico, les crocodiles? Bien sûr. Je veux vous voir faire la chenille là. Ah ben si vous voulez, faut que j'appelle tout le monde. Faut qu'on appelle Patrick Roger, Jean-Marie Bondry. Voilà, en tout cas, c'est un très beau moment et ça fait vraiment du bien d'assister à ce genre de concert. Mot de la part d'Alain Souchon. Alors c'est la preuve qu'on peut avoir beaucoup de talent et du génie culturel et artistique et ne pas avoir forcément des propos pertinents. Mais ce matin sur France Inter, Patrick Cohen a trouvé qu'il y avait des cons qui avaient trouvé que Souchon était con. Donc c'est pas comme ça qu'il l'a dit, mais voilà. Mais enfin bon, de la part d'Alain Souchon, c'est un même. En plus, il s'agit d'une partie massive du peuple français, c'est pas une petite minorité. Voilà. Oui, c'est dommage. Les vignerons sont aussi en colère. On en parle dans un instant avec Jean-Pascal Pelaghetti, vigneron responsable de la FDSEA à Béziers. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Les vignerons aussi sont en colère. Plusieurs milliers d'entre eux étaient rassemblés ce samedi à Béziers. La filière réclame des mesures d'urgence à Paris et Bruxelles pour éviter des cessations d'activité liées à plusieurs crises. C'est le sujet de cet entretien avec Jean-Pascal Pelaghetti, vigneron et responsable de la FDSEA de l'Hérault. Bonjour. Bonjour Jean-Pascal Pelaghetti.
Oui, bonjour. Bonjour. On entend souvent la détresse paysanne des agriculteurs depuis longtemps, et on était tout à l'heure avec Jérôme Bail qui racontait la situation tragique dans laquelle se trouve l'agriculture française. On oublie que les vignerons, alors bon, les vignerons vendent du vin, c'est un produit de bonheur, de plaisir, et on sait que le marché du vin, c'est quelquefois assez bien porté. Là, aujourd'hui, on atteint des situations, pour certains types de vignobles, des situations inextricables. Pour le coup, là, aujourd'hui, en 2025, vous êtes ce qu'on appelle les vignerons du Midi, vous êtes vraiment en détresse ou non? Oui, c'est très compliqué. Nous, on a plusieurs facteurs qui nous impactent. Malheureusement, ça fait quelques années qu'avec le changement climatique, on a des récoltes très faibles. Moi, personnellement, cette année, j'ai perdu 30% de production, certains plus de 50%, parce qu'il a fait jusqu'à 43 degrés début août, pendant 2 week-ends d'affilée. Ajouter à ça que le prix du vin, malheureusement, pareil, on est soumis à une spéculation qui fait que nos acheteurs, que ce soit grande distribution ou le négoce, ou les restaurateurs, eux spéculent, font des marges, mais nous, il nous reste pas grand-chose. Le prix du vin a baissé de 10-15% là, en 3-4 ans. Et évidemment, vous avez vu depuis la crise de soi-disant Ukraine, nos charges d'exploitation, donc tous nos intrants, les cartons, les bouteilles, la ferraille, tous nos matériels ont augmenté 25%. Donc quand vous avez tout ça, il y a un cocktail un petit peu explosif. Effectivement, les trésoreries sont plus que dans le rouge, voire négatives, et certains perdent de l'argent tous les jours. Alors évidemment, il y a une inégalité dans la détresse. Il y a quelques domaines un peu plus, quelques appellations un peu plus connues, d'autres qui le sont moins. C'est celles-là qui sont les plus touchées. Il y a aujourd'hui, on peut dire, est-ce qu'on peut dire qu'il y a désormais un prolétariat de la viticulture, c'est-à-dire des exploitants vignerons qui vraiment sont au bout du rouleau à tous les sens du terme? Oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, nous, surtout dans le sud, on fait pas mal de vin. On vend peut-être 80% en vrac au négoce sur le marché français. Donc toute la partie bouteille, moi le premier, je fais 5-10% des bouteilles, ça je le vends bien, ça marche très bien. Parce que les gens sont encore friands de soirées festives autour du vin, d'une bonne bouteille lors d'un bon repas. Mais la partie vrac, c'est là où on est vraiment concurrencé par les vins aussi étrangers, des vins à bas prix, et c'est là où c'est plus rentable. Donc celui qui a su évoluer, qui a su prendre le tournant, il va s'en sortir, et tant mieux. Malheureusement, certains qui font que du vrac sont vraiment en difficulté. Pour autant, Jean-Pascal Pelagatti, il y avait eu un effort qualitatif énorme. On se souvient, ce qu'on appelle les vins du Midi, les vins du Languedoc, ils étaient controversés. Certains disaient c'est de la piquette, c'est pas possible. Il y a eu un effort qualitatif énorme qui a été entrepris depuis, je peux dire, 30 ou 40 ans. Et aujourd'hui, quelles que soient les appellations, c'est un vignoble qui va où? Il va de Perpignan jusqu'à Nîmes, quasiment. Ça va des Costières de Nîmes, il y a le Fitou, il y a les coteaux du Languedoc. Enfin, je vais pas tous vous les citer. Il y a un effort qualitatif et une réputation. Comment ça se fait qu'il y a eu un désamour pour ces vins? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une petite part d'importation de vins, de cépages étrangers, même si c'est pas la majorité? Vous savez qu'on importe des nouveaux mondes, des vins d'Australie, de Californie, du Chili, d'Afrique du Sud. En tout cas, en Union européenne, dans le nord de l'Europe, quand vous allez, c'est surtout ces vins-là qui sont dans les grandes surfaces. Pourquoi c'est pas des vins du Midi qui sont sur les étals de ces rayonnages-là? Et parce que malheureusement, que ce soit les distributeurs ou les négociants recherchent souvent des prix. Il y a des appels d'offres à certains prix. Ils veulent des prix toujours plus bas, même si malheureusement on s'aperçoit qu'à linéaire, le prix ne diminue pas pour le consommateur, mais à l'achat, ça fait que baisser. Et effectivement, les concurrencés, vous le dites très bien, par des vins qui rentrent chez nous en majorité d'Espagne et un petit peu d'Italie. Mais tout ce qui rentre d'Espagne n'est pas espagnol. C'est aussi des vins d'Amérique du Sud qui transitent par l'Espagne qui deviennent des vins espagnols. Et tout ça, forcément, on ouvre les frontières, mais on n'a pas les mêmes règles de production. Donc c'est un de nous coups de gueule aussi. Et c'est vrai que si on ouvre les frontières, il faut qu'on ait les mêmes outils et les mêmes règles de production, sinon forcément on n'est pas rentable et ça passe pas. Donc en fait, non seulement l'Union européenne, la Commission ne vous protège pas, mais ils vous mettent des bâtons dans les roues, si tant est qu'ils ne soient pas carrément avec des mesures contraires à vos intérêts. Ils vous portent préjudice. Alors, la Commission européenne n'aide pas, c'est sûr. Maintenant, le plus gros souci, à mon avis, c'est le gouvernement français. Parce qu'en France, on est les champions du monde pour la suradministration, pour les mettre des contraintes. Et on veut tout le temps laver plus blanc que blanc. C'est-à-dire qu'on a une réglementation européenne qui touche tout le monde. Et nous, en France, on va se rajouter des règles supplémentaires, on va se rajouter des contraintes. Et du coup, même nos voisins les plus proches espagnols ont des règles différentes des nôtres, alors qu'on est dans la même Union européenne.
Et ce qui fait que nos vins sont de moins en moins rentables malheureusement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire très concrètement? Quelques mesures précises que nos éditeurs comprennent, que le gouvernement, que la ministre de l'Agriculture pourrait prendre pour faciliter votre vie, vous aider et soutenir la partie de la viticulture française en détresse. Mesures simples, vous voyez, ou quelques-unes, ou symboliques. Alors il y a plusieurs points. La première, ça dépend pas forcément du ministère, mais c'est vraiment, nous on veut vivre du prix de nos produits, avoir des prix rémunérateurs. Donc là, il y a un travail à faire avec la distribution, le négoce et la production. Après, par rapport au ministère, les mesures les plus simples et qui coûtent pas €1 au ministère, même qui peut faire économiser, c'est vraiment la simplification administrative. On a une strate d'administration, d'agence qui coûte des millions d'euros à l'État et qui finalement, on ne sait pas trop qui les pilote, on ne sait pas trop à quoi elles servent. Par exemple, l'ANSES, qui coûte plus de 160 millions d'euros par an à l'État. Et cette ANSES-là, on ne sait pas qui pilote. Ils nous sortent des règles. C'est l'organisme public pour la sécurité sanitaire. Alors, en quoi le vin est concerné par l'ANSES? Alors, en fait, un petit exemple. Donc, depuis des années, on a poussé beaucoup sur l'agriculture biologique. Donc, on pousse nos agriculteurs et nos viticulteurs à aller dans le bio. Nous, ça a bien marché. Au niveau du département de l'Hérault, on est à peu près à 25% d'agriculture biologique. On est des premiers départements occitans et un des premiers de France. Et là, maintenant, l'ANSES est en train de sortir une proposition de loi en disant ils veulent en gros diminuer les doses de... Donc, il faudra que le bio, c'est pas de pesticides, que des produits biocontrôle, donc beaucoup de cuivre et de soufre. Et l'ANSES, maintenant, veut diminuer les doses de cuivre par 2 et obliger à traiter avec plus de 7 jours d'intervalle. Il faut savoir que ces produits-là, c'est des produits qui ne restent pas sur les lignes, qui ne restent pas, et du coup, dès qu'il pleut, c'est lessivé. Il faut retraiter. Et donc, si cette loi passe, tous les bios sont foutus, et on revient en arrière à donc de la production non biologique, et c'est une absurdité monumentale. On fait des efforts, on nous demande de faire ce qu'il faut, et là, on nous supprime des produits. Donc voilà, ce sont peut-être des bureaucrates ou des idéologues écologistes, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils n'ont pas les pieds sur terre, ça c'est sûr. Par qui avez-vous été reçu ou entendu jusqu'à aujourd'hui au niveau gouvernemental, pouvoir public? Alors au niveau, ça me dit à Béziers, on a été reçu par le préfet de l'Hérault, puisque c'est le préfet du département. Oui. Mais après, voilà, le but c'était d'être nombreux, solidaires et respectueux, ce qui a été fait. Et voilà, pour que nos représentants nationaux qui voient la ministre très très régulièrement puissent négocier plus facilement. Ce qu'on a obtenu, c'est que nous, on a le site EVI, donc un gros salon viticole à Montpellier, dans l'Hérault, le 25, 26 et 27 novembre, donc c'est l'année prochaine. Et la ministre vient le premier jour, donc on voulait qu'elle fasse des annonces. On a obtenu qu'elle vienne la veille, le 24, pour faire une réunion spécifique viticole et nous faire des annonces. Donc on espère que les annonces seront à la hauteur. Bon. Et puis on verra. On sera vigilant, on va suivre ce dossier avec vous également. On vous rappellera pour savoir quelle est l'évolution, parce qu'il n'est pas question que ce patrimoine agricole français qu'est le vin, et notamment les vins du Midi, soit menacé. On se souvient de la colère des viticulteurs en 1907, à Montpellier et à Béziers, avec la troupe qui avait refusé de tirer sur les vignerons. C'était Clémenceau qui était ministre de l'Intérieur, et la colère vigneronne avait été massive. N'écartons pas qu'elle puisse un jour reprendre aussi le dessus, parce que à force de se faire trimballer et de fausses promesses, je comprends qu'on en ait ras-le-bol. Merci Jean-Pascal Pelagatti. Vous restez avec nous parce que là, ça va décoiffer. On reçoit Florence Burgeaud-Blaquer pour parler de l'entrisme islamiste dans les réseaux de l'État français. Le face-à-face. L'intégrisme musulman est-il en train de noyauter la société et l'État? Faut-il se méfier, redouter et voir combattre certains réseaux islamistes qui aujourd'hui constituent probablement une sérieuse menace pour la République? On en discute avec Florence Burgeaud-Blaquer. Vous êtes anthropologue, vous êtes une scientifique universitaire, vous n'êtes pas une militante politique, au CNRS, et vous travaillez notamment au laboratoire du groupe Société, Religion, Laïcité de l'EPHE. Vous avez commis différents ouvrages, Cacher cet islam. Je suppose qu'il faut finir la phrase même que je ne saurais voir. Le djihad par le marché, aspect du problème assez intéressant. Et puis le dernier, c'est le frérisme par ces réseaux. Donc il y aurait des réseaux des frères musulmans. Étonnante situation. Il faut attendre les travaux d'une anthropologue, d'une universitaire, pour être informé de tout cela, ou vous avez totalement affabulé, il se passe rien, tout va très bien, vous avez du temps à perdre, donc vous avez décrété qu'il y avait des réseaux islamistes qui étaient en train de noyauter l'État.
Oui, vous avez raison de préciser d'où je parle, parce que effectivement, quand vous parlez de ces questions qui fâchent, de l'islam et en particulier de l'islamisme, du marché halal, tout ça entraîne un certain nombre d'agitations. Et on vous suspecte effectivement d'être islamophobe, d'être raciste, d'être blanc, etc. Vous êtes controversé d'ailleurs, vous avez eu des attaques, enfin voilà, on vous a reproché. Voilà, la seule chose qui est vraie, c'est que je suis blanche et ça ne me pose aucun problème. Mais voilà où est-ce qu'on en est arrivé dans le niveau de ce débat. Je suis chargée de recherche au CNRS, je le suis toujours, je continue mes recherches sans problème, mais évidemment, quand je dis sans problème, c'est sans soutien. Sans soutien de l'université, où je ne peux plus aller maintenant depuis 2 ans. À ce point. Suite à la parution du frérisme. Le frérisme et ses réseaux, c'était il y a 2 ans. Là, celui qui vient de sortir s'appelle Le djihad par le marché. Alors j'ai beaucoup travaillé sur la question du halal et j'ai repris en fait les éléments de mes recherches après donc la publication du frérisme, parce que j'avais une vision plus claire, en tout cas, de la partie que j'avais pas développée avant, qui était les raisons pour lesquelles les mouvements islamistes s'étaient intéressés à ce marché. J'avais beaucoup travaillé sur les raisons, disons, du business et des grands groupes qui se lancent dans le marché halal, sur l'histoire aussi de ce marché dont personne ne parle dans le monde. Je crois que les travaux que je mène sont les seuls qui sont menés dans le monde sur vraiment la progression, d'abord l'invention de ce marché dans les années 1980 et ensuite son extension, sa progression. C'est le seul ouvrage qui parle de ça et qui traite à la fois des intérêts marchands et des intérêts religieux. Alors, vous êtes né à Bordeaux, en Gironde, vous êtes une anthropologue, une universitaire. Je vais dire, votre carrière d'universitaire aurait pu vous conduire à d'autres études. Qu'est-ce qui vous a, à un moment donné, conduit à vous pencher, à vous intéresser plus particulièrement et à, du coup, aller dans l'investigation, dans l'enquête pour savoir vous sortez un peu d'anthropologie, c'en est quand même malgré tout un petit peu. Là, vous allez sur un terrain, évidemment, qui est d'actualité, qui est la politique, qui sont les enjeux de relations internationales, le terrorisme, l'islamisme. Qu'est-ce qui fait que vous avez été à un moment donné, à ce point inquiète que vous y consacriez autant d'énergie, autant de temps? En fait, non, c'est pas exactement ça. En fait, je suis complètement dans ma discipline. L'anthropologie, c'est une discipline qui étudie les cultures, leur transformation, les normes sociales, etc. Donc, je suis complètement dans ma discipline. Le fait que ce que je raconte soit politisé, ça ne dépend pas de moi, malheureusement. Après, c'est vrai que, et notamment après le frérisme et ses réseaux, et encore plus peut-être avec le djihad aujourd'hui, le djihad par le marché aujourd'hui, je me positionne parce que je pense qu'il y a un vrai danger pour nos démocraties. Et moi, je ne peux pas m'imaginer vivre ailleurs que dans une démocratie, et je sais que on fera pas de recherche universitaire sans démocratie. Donc c'est vital, c'est existentiel pour moi ce combat-là, mais c'est pas un combat que je mène avant d'avoir bien démontré ce sur quoi je m'appuie. Ce que je fais, ce que j'écris, ce sont des démonstrations, ce sont autant que possible des travaux qui s'appuient sur d'autres travaux. Donc tout ça donne, disons, à ma parole un certain crédit. Et évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas à ceux qui, depuis des années, soutiennent le mouvement frériste, le mouvement islamiste, mais je définirais peut-être le mouvement frériste. On dans la précision ensuite les différents stades. Et donc, les attaques sont permanentes, le harcèlement et les menaces qui m'ont amené à être sous protection policière depuis 2 ans. Est-ce qu'il y a un fait précis ou un élément factuel qui a attiré au départ votre attention en disant là, il y a un vrai problème, ça commence à constituer un... En fait, je suis pas arrivée avec un problème, je suis arrivée avec une curiosité. J'avais eu une carrière d'informaticienne jusqu'aux début des années 90, et j'avais envie de faire de l'anthropologie, c'est ce dont j'avais toujours rêvé, mais j'avais pas eu la possibilité de payer mes études. Donc là, j'avais assez d'argent pour payer mes études. Et je me suis engagée dans la voie de l'anthropologie, sans idée préconçue sur le sujet, le terrain que j'allais choisir, comme on dit chez les anthropologues. Et j'avais plusieurs choix, et j'ai choisi de travailler sur la mosquée de mon quartier. J'habitais à cette époque le quartier Saint-Michel, et il y avait une mosquée. Il y avait 2 mosquées, à Bordeaux. Très beau quartier, avec une église magnifique. Voilà, très beau quartier, mais déjà on voyait la présence musulmane s'accroître. Et c'était 3 ou 4 ans après l'affaire des foulards de Creil. À cette époque-là, j'avais pas la télévision, mais j'en avais entendu parler, et je m'étais dit, mais enfin, quand même, c'est vrai qu'on s'est pas intéressé à ce mouvement de l'intérieur. On l'avait politisé, on avait dit,
Est-ce qu'il faut que ces fillettes voilées à l'école du collège de Creil, est-ce qu'il faut les garder en classe voilée ou est-ce qu'il faut les mettre dehors? La question de l'éducation, la question du développement, la question de l'aide aux personnes défavorisées, tout ça, ça avait été placé dans ce registre-là, mais on n'avait pas... Je me souviens du quartier Saint-Michel il y a 30 ans, j'allais avec des amis bordelais. Je vais pas dire que c'était folklorique, c'était un endroit exotique. On allait, il y avait des gens d'Afrique du Nord, du Maghreb. Alors surtout, il y avait à l'époque, il y avait un remplacement de population. Oui. C'était une population espagnole et portugaise, et peu à peu, des Maghrébins sont arrivés. Ce sont les Maghrébins qui sont installés. Une entité assez sympathique, qui était une des spécificités sociologiques de la ville de Bordeaux, et tel qu'on le voyait, on disait bon, tout se passe très bien. La preuve, on peut vivre en communauté. Et voilà, c'est ça. Mais c'était aussi ce qu'il fallait dire. En réalité, ça se passait pas si bien que ça. Tout ça a évolué. Mais ça en réalité, a peut-être très gentiment commencé, on est d'accord. Oui, mais même, moi je me souviens, on parle d'il y a plus de 30 ans, que même pour une femme seule se balader à Saint-Michel, c'était pas possible après Ensuite, 8 heures. Petit à petit, les codes... musulmans se sont installés. Mais je dirais que... Et on en faisait son... Bon, c'est comme ça, même. Hein, on était assez conformistes à l'époque. On nous disait déjà, ce qu'on continue à dire, c'est que au fond, c'est des personnes qui viennent d'arriver, elles ont des mœurs, des cultures spéciales, il faut attendre qu'elles s'intègrent, qu'elles s'assimilent, etc., pour que tout aille bien. Comme on l'avait vu souvent dans le passé avec d'autres communautés, admettons. Ouais. Donc ce harcèlement des jeunes femmes, malheureusement, je l'ai connu aussi à cette époque. C'est pas nouveau, mais on n'a rien fait. Et évidemment, ça s'est aggravé parce que c'est une question de nombre, mais c'est aussi une question de diffusion de la norme islamiste, qui est une norme qui considère que les femmes sont effectivement inférieures. Mais il y a une prééminence de l'homme sur la femme, c'est la façon dont ils le disent. Il y a aussi une division sexuelle de l'espace, c'est-à-dire vous n'avez rien à faire quand vous êtes une femme à être dehors, et du travail, c'est-à-dire il y a certaines tâches qui sont faites pour les femmes, c'est d'autres tâches qui sont faites pour les hommes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est diffusé, notamment par tradition, mais aussi avec l'arrivée des frères musulmans. Quand on en arrive là, l'intégration est freinée. Elle ne fonctionne plus. Oui, et d'ailleurs, je me souviens que même à l'université, il ne fallait plus parler d'assimilation. C'était un mot tabou. Il fallait parler d'intégration, voire d'insertion. Intégration, assimilation, voilà. Voilà. Et en fait, c'était de plus en plus protecteur d'une communauté. C'est-à-dire qu'on nous disait qu'on avait un modèle assimilationniste, un modèle républicain, mais qu'au fond, le modèle de l'avenir, c'était le modèle britannique, ou en tout cas la représentation qu'on en avait, qui était le modèle communautariste. Ils l'ont payé cher aux Ils l'ont payé cher. Ça ne veut pas dire que il y a des endroits où ça a pu peut-être ne pas créer de déséquilibre, même sans que ce soit idéal. Il y a des endroits où ça a été vraiment conflictuel. Oui, d'ailleurs, ils commençaient déjà à être critiques à l'époque, mais on n'en parlait pas. Il y a une différence entre les recherches à l'université et puis ce qu'on disait à la radio, à la télé, c'était très différent. C'est-à-dire qu'il y a eu une phase où les musulmans qui arrivaient d'Afrique du Nord ou d'autres pays d'Orient venaient pacifiquement pour vivre leur vie dans le nouveau pays où ils arrivaient. Et puis il y a eu la donne à un moment donné où ils sont venus, certains sont venus avec la volonté, conforme à certains codes de l'islam, d'évangéliser, entre guillemets. Absolument. Donc non pas de évangéliser, mais de convertir, et avec une conversion qui n'était pas forcément avec des vocations pacifiques. Absolument. Les premières générations de l'immigration veulent s'assimiler, c'est très clair, et les femmes en particulier ont tout intérêt à s'assimiler pour sortir du contrôle communautaire, du contrôle familial. Donc ça, mais à partir des années 80, quand les frères musulmans viennent s'installer, qui vont ensuite ouvrir la voie, d'ailleurs, aux salafistes, plutôt venus d'Algérie, là, les choses vont changer. Ils vont leur rappeler leurs devoirs de femmes, leurs responsabilités par rapport à une communauté qui doit se reproduire. C'est-à-dire qu'il faut enseigner l'islam aux plus jeunes. Et pour cela, les femmes ont un rôle essentiel pour qu'ils ne deviennent pas délinquants, mais qu'ils restent des bons musulmans. Nous discutons très sereinement avec Florence Bergeaud-Blaquer du risque d'infiltration des réseaux musulmans dans la société et dans l'État. Appelez-nous, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Vous nous appelez à Sud Radio au 0826 300 300. On attend vos appels pour avoir vos avis. Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec l'anthropologue Florence Bergeaud-Blaquer et nous dissertons très très sereinement sur les risques d'infiltration des réseaux islamiques dans les appareils de l'État,
dans la société. Florence Bergeau-Blaquer est auteur notamment le djihad par le marché. On va revenir sur cet aspect-là. Juste avant, le concept qui est au cœur du débat républicain depuis pas mal d'années. Est-ce que le Coran, tel qu'il est, texte donc sacré, écrit en plusieurs étapes, qui reprend des citations directes du prophète Mahomet, est-il aujourd'hui, dans sa lettre et dans son esprit, compatible avec les lois de la République, de celle de 1789, de notre Constitution ? Alors déjà, le Coran ne reprend pas les paroles de Mahomet. Le Coran, c'est la parole de Dieu descendue à travers Mahomet, mais qui est dans un état spécial pour reproduire ces paroles. Donc c'est la parole de Dieu descendue en arabe. Texte sacré immodifiable, puisque c'est la parole de Dieu, on n'y touche pas. Exactement. On n'a aucune preuve que ce soit le cas, mais c'est la parole de Dieu, donc on n'y touche pas. C'est comme ça, en tout cas, dans l'univers musulman, qu'on pense les choses. À la question de l'incréation ou de la création du Coran par l'homme, etc., est une question aujourd'hui quasiment fermée, tabou, c'est dommage. Autant sa rédaction s'étale presque sur 2 siècles, le Coran. C'est ça, et ce serait intéressant qu'il y ait un débat à nouveau sur cette question, mais pour le moment, c'est bloqué, et ça fait partie de l'hégémonie, des raisons de l'hégémonie du fondamentalisme, et en particulier des frères musulmans. Et puis il y a le Coran, je précise, il y a le Coran de la période médine où Mahomet est en oppression, donc on est plutôt sur un texte d'ouverture, et ensuite il y a le Coran de la période mécoise, oui, c'est le contraire. Pardon, c'est le Coran de la période de la Mecque, où il est opprimé, donc il est plutôt sur une ouverture aux autres, alors que le Coran de Médine est un Coran de doctrine politique et guerrière, et là on a... En tout cas les versets, il n'y a pas deux Corans, ce sont les versets qui correspondent, mais en tout cas, en plus du Coran, ce qui est un livre relativement pas très long, il y a la Sunna, et là la Sunna c'est l'ensemble, ce sont les hadiths, ce sont des recueils de tous hadiths. Les textes là du coup. Et les hadiths sont les paroles et les actes du prophète rapportés par des chaînes de transmission. Évidemment, il y a un souci de la conservation qui est très fort chez les musulmans. Il ne faut pas bouger le texte, il faut se concentrer sur ce qu'a fait le prophète, qui est le modèle parfait. On doit l'imiter en tout. Donc même si vous ne pratiquez pas les prières, les 5 piliers de l'islam, vous devez autant que possible imiter ce qu'était le prophète. Donc par principe, l'islam ne peut pas avoir de concile, de relecture, de revisite. Il faut qu'il se donne les moyens de l'avoir, mais aujourd'hui, on ne va pas dans ce sens-là. Personne n'a jamais osé. Même est-ce qu'il y a eu quelques relectures, même au Moyen-Âge, à la période d'ouverture des Omeyyades non, il y a un grand travail de fait. Il y a un grand travail qui a été fait à partir notamment au détour du 19e, 20e siècle, dans cette période qu'on a appelée revivaliste, où les musulmans dominés par l'Empire britannique et l'Empire français se sont interrogés sur ce qu'ils étaient, ce qu'ils avaient appris des anciens, etc. Donc il y a eu une période d'autocritique très importante et qui a donné des choses très intéressantes. Mais parmi tout cette alors le Coran et la République, pour aller sur un sujet précis. Le Coran, ça suffit pas pour caractériser l'islam, puisque je vous ai dit, en plus du Coran, il y a la Sunna, des traditions, etc., textes, plus la jurisprudence. Enfin, c'est colossal. Et puis, ça a été l'objet de débats pendant des siècles. Donc, la question est de savoir si les théologiens sont en capacité aujourd'hui de relire leur texte pour l'adapter au contexte. Or aujourd'hui, avec les frères musulmans, on voit plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'ils relisent les textes pour essayer d'adapter le contexte au texte. Donc du fondamentalisme. Donc c'est ce qu'ils appellent l'islamisation de la modernité. Mais c'est un retour au fondamentalisme. Bien sûr, ça fait partie de la salafia, c'est-à-dire du retour au fondamentalisme, tout à fait. Alors est-ce que c'est compatible ? Ça dépendra d'eux. Et puis ça dépendra aussi, et ça c'est ce que je montre dans le halal le djihad par le marché, ça dépendra aussi de notre capacité de résister aux appels du marché qui voudrait donc utiliser les normes religieuses pour vendre plus. Parce qu'évidemment, ça va pas faire, ça fait peut-être nos affaires ou les affaires de quelques marchands, mais ça va pas faire nos affaires sur le plan sociétal. Quand Decathlon diffuse le hijab running, eh bien, il ne fait pas que vendre un produit, il vend de la norme. Il propose de la norme au public. Les femmes doivent être couvertes quand elles font du sport, ou elles peuvent l'être et c'est légitime, etc. Donc,
ça va dépendre aussi de notre capacité de savoir exactement à quel islam on a affaire et s'il faut l'arrêter ou pas. Pour le moment, on est en roue libre, on va dire, par rapport à ces phénomènes d'islamisation. La législation et la réglementation française, et peut-être dans d'autres pays européens, mais enfin pour la France, établit des quotas précis au-delà duquel on ne peut pas aller sur des produits commerciaux, sur des slogans publicitaires ou des slogans commerciaux. Il y a des formulations qui ne sont pas conformes aux lois de la République ou au droit français. Là, c'est pas le cas. Dans le marché halal, on n'est pas là-dessus. D'abord, il faut expliquer les origines du marché halal. Le halal n'existe pas dans les pays musulmans. Tout est halal. Pourquoi ? Parce que halal veut dire licite. Tout est licite. On ne fait pas des choses interdites, on ne produit pas des choses interdites. Le problème se pose Ce sont surtout des codes alimentaires ? Oui. Le problème se pose quand le monde musulman rencontre le monde non musulman. Alors que ça soit pour les exportations qu'on va faire dans les pays musulmans, est-ce que ces produits sont licites ? Là, les musulmans vont commencer à s'interroger. Et aussi, quand l'immigration musulmane arrive dans un pays occidental, est-ce que il pose la question dès le départ. On voit la première fatwa du Transvaal en 1908, je crois, où un individu... Afrique du Sud. Voilà, c'était exactement en Afrique du Sud. Un musulman dit, est-ce qu'on a le droit de manger la viande qui nous est offerte ici ? Et à cette époque-là, on répondra oui, tout à fait, ce sont des chrétiens. Et il y a une sourate, la sourate 5, le verset 5 de la sourate 5 qui dit « La nourriture des gens du livre est licite, elle est permise, elle est halal ». Donc c'est clair. Et puis les années passent, le mouvement des frères musulmans, l'islamisme, le revivalisme islamiste cette fois-ci qui arrive et qui va qu'on va voir se déployer notamment ou en tout cas vaincre en position de conquête conquête du monde. Le premier symbole, c'est l'ayatollah Khomeini qui prend le pouvoir en Iran. Et ce que fait l'ayatollah, c'est de dire nous n'importerons plus de viande des pays occidentaux parce qu'elle n'est pas licite pour nous. Elle est corrompue. Enfin, il en rajoute un peu. Et il l'interdit. Et évidemment, ça pose des problèmes d'approvisionnement. Donc finalement, il va se raviser et il va envoyer des mollahs vérifier en fait la production de viande dans les pays occidentaux. La conformité. Il va établir une conformité alimentaire avec les normes coraniques chiites, en l'occurrence. Oui. Et donc ces mollahs vont islamiser en fait les chaînes d'abattage industrielles. Ils vont pas amener les façons de faire d'autrefois ici en Europe. Ils vont islamiser. Les abattoirs qui sont donc grosso modo ils vont dire voilà, il faudra tourner l'animal vers la Mecque, il faudra aiguiser son couteau, il faudra éviter que l'animal ne souffre, mais en même temps ils sont pas tout à fait sûrs qu'ils vont utiliser l'étourdissement parce que les rabbins ne l'utilisent pas. En fait, ils vont copier un peu le mode d'abattage de la cache-route qui existe déjà et appeler ça le halal. Donc ce mode opératoire industriel, c'est ce qu'on va appeler halal. Et avant cela, on n'en parle pas. Après cela, on commence à parler du halal. On va produire de la viande halal pour non seulement les exportations, mais les musulmans qui sont qui est devenu un label aujourd'hui. Halal, alors on dit mode confessionnel si on veut utiliser des termes plus prudents, mais le halal aujourd'hui est un label commercial reconnu par certains consommateurs. Alors c'est un label de fait, mais il n'y a pas de reconnaissance officielle. Il y a des consommateurs qui ne veulent que du halal et qui attendent d'avoir la certitude d'avoir ce label. Voilà, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est un abattage industriel comme tous les abattages, seulement que l'animal n'est pas étourdi. Voilà, donc ils ont l'impression, parce que vous savez, quand vous produisez une nourriture, vous faites tout un roman autour, une tradition, vous expliquez que c'est très ancien, etc. Bon, ça appartient à la publicité. La vérité, c'est que c'est un abattage industriel qui a été islamisé. On a l'impression que ça interpelle peu certaines associations qui se battent contre la souffrance animale. Si, quand même. Mais permettez-moi juste d'ajouter. Donc, l'islamisation, c'est quoi en l'occurrence ? C'est que toutes les musulmans, quand je leur posais la question dans les années 90, me disaient, moi je ne mange pas de la viande des supermarchés ou de la boucherie conventionnelle parce que la viande n'est pas égorgée. Ils avaient le sentiment, et c'est encore une croyance qui persiste, que les animaux dans les abattages industriels sont tués d'un coup de pistolet et c'est tout. Non, tous les animaux sont saignés, mais avec ou sans étourdissement. Et la loi permet une dérogation à l'étourdissement. Donc en fait, les musulmans ne font qu'utiliser une loi qui est destinée aux religieux.
Nous sommes avec Florence Bergeau-Blackler et voilà, nous faisons le tour de France des moyens par lesquels les réseaux islamistes peuvent pénétrer et infiltrer l'État. On se retrouve dans quelques instants. On est ensemble jusqu'à 14h si vous souhaitez réagir. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Midi 14h. Sud Radio. La France dans tous ses états. Florence Bergeau-Blackler, vous venez de publier Le djihad par le marché aux éditions Odile Jacob. Vous parliez tout à l'heure du halal, du marché du halal qui représente, je le rappelle, en 2025 en France, un chiffre d'affaires estimé entre 7 et 12 milliards d'euros, ce qui est énorme et c'est beaucoup plus que le marché du bio, par exemple. Quand on pense, par exemple, à Five Guys qui est passé au halal et qui a supprimé l'alcool de ses menus très récemment, quand on pense à Quick aussi qui est passé au halal, mais totalement halal, depuis 2021, c'est une forme de djihad, ça ? Alors, pour bien comprendre, je vous l'ai dit tout à l'heure, le halal n'est pas une culture, n'est pas une tradition. En fait, c'est une norme de pureté. Quand elle s'installe dans un magasin, comme Five Guys, dans un fast-food en l'occurrence, quand elle s'installe, elle doit faire d'abord du ménage, c'est-à-dire enlever tout ce qui est impur. Ah oui. Donc même si ça veut dire licite, petit à petit, sur le marché, ça devient de plus en plus l'équivalent de pur. Donc résultat, on va supprimer l'alcool parce que c'est une impureté, disons, morale. Et on va aussi protéger les viandes halal et les produits qui y sont de tout contact avec le bacon. Ils ont fait la publicité, c'était très intéressant. Ils ont expliqué qu'il y aurait quand même du bacon, parce qu'on essaye d'être inclusif, etc. Il va partir bientôt, ça ne fait aucun doute. Mais on va prendre des précautions en faisant cuire le bacon pour que jamais il ne contamine le reste. Donc, cette idée de contamination, qui est une idée qui appartient aux civilisations du pur et de l'impur, les anthropologues savent ça, est complètement inconnue chez nous. Et donc la façon dont on le lit, ça traduit en fait notre impossibilité de penser cette structuration d'une société autour du pur et de l'impur. Pour nous, c'est l'égalité, l'individu, le collectif, etc. Mais le pur et l'impur, ça fait pas partie de notre civilité. C'est la raison pour laquelle on n'a pas de problème à serrer la main d'un homme ou quand on est une femme. Vous voyez, donc le fait de couvrir la femme parce qu'elle est impure, etc. Ça fait partie de cette norme-là. Et donc nous, sur le marché, ça devient, d'après les marchands qui aiment bien faire la publicité et qui veulent gagner de l'argent, c'est leur métier, ils expliquent que c'est l'inclusif, c'est le modèle inclusif du halal, que c'est pour que tout le monde partage les mêmes repas, etc. C'est exactement l'inverse. Et petit à petit, ça avance dans ce sens-là. Et c'est là qu'il faut se réveiller, c'est là que mon livre peut expliquer justement comment ça s'est produit, comment aujourd'hui, on n'a pas que les viandes qui sont halal, on a des espaces halal, on a des hôtels halal, on a de l'eau halal, etc. Parce que à partir des années 90, la Malaisie, qui était dans un programme d'islamisation de son économie, a demandé au Codex Alimentarius, qui est un organisme de gestion en fait des normes alimentaires pour le marché, de l'OMS et de la FAO, donc des organismes internationaux, qu'il y ait des directives qui définissent ce qui est halal. Donc maintenant, à partir de là, les marchands pouvaient donc définir ce qui était halal, non seulement en termes d'abattage des animaux, mais aussi de contenu des aliments. C'est-à-dire qu'il était déclaré illicite, donc haram, interdit, tous les aliments qui contenaient du porc, de l'alcool ou des protéines non rituelles à dose infinitésimale. Comme il y en a partout, dans les colorants, les exhausteurs de goût, etc., eh bien, il y avait de quoi faire un marché halal, puisque si je décide que ce fromage qui contient je sais pas, de l'alcool, ça arrive, eh bien, je vais pouvoir créer une gamme de fromages halal qui ne contiennent pas d'alcool. Et tout est comme ça. Et c'est de cette façon, par le jeu du pur et de l'impur, de la contamination, que le marché halal s'est étendu jusqu'à protéger les musulmans de tout contact avec l'impureté morale, j'insiste, et physique. Florence Bergeau-Blackler, quels sont les réseaux aujourd'hui qui contrôlent ce marché halal? Ils sont identifiés, ils sont spécifiques? Alors là aussi, c'est une question très intéressante parce que les gens croient généralement que le halal, c'est fait par les musulmans pour les musulmans dans une espèce de bulle, disons, communautaire. Ce n'est pas ça du tout. Le halal est produit par nos industries
et il est certifié par un groupe de musulmans, alors des certificateurs qui font de l'accréditation, donc un très très petit nombre, qui mettent finalement à leur service nos industries, nos magasins, etc. J'ai écouté Michel-Édouard Leclerc qui expliquait sur BFM, je crois en septembre, il disait « Toute personne, quelle que soit sa culture, a le droit d'acheter moins cher ». Et donc se proposer d'introduire du halal dans ces magasins. Alors il dit, il y a des coûts à prendre, on n'en saura pas plus, mais on pourrait le faire. Donc cette espèce d'enthousiasme des marchands qui ne connaissent strictement rien à ce que fait le halal, à ce que veut le halal et par qui en fait il est promu, est très inquiétant parce qu'ils se mettent au service d'une idéologie islamiste dangereuse. Nous sommes avec Luc qui nous appelle du Perreux-sur-Marne. Bonjour Luc. Bonjour Perico. Faut vous soignez Perico. Oui, un petit rhume, changement de saison. Bonjour madame. Bergeau-Blaclair, on vous écoute Luc. Bonjour madame. Madame, déjà, comme beaucoup de gens, je voudrais vous remercier de vos travaux qui sont salutaires et qui défient les yeux de beaucoup de gens. Merci. Ne pensez-vous pas que dans notre lutte contre l'islamisme, il serait intéressant de brimer un petit peu cette extensionnisme du halal et de faire en sorte que ça soit considéré comme une parallèle à l'invasion de l'islamisme. Ah oui. Est-ce qu'on peut comparer le halal à une invasion est-ce qu'on peut brimer islamiste? Est-ce que Luc demande s'il y a des moyens de brimer cet expansionnisme halal. Je pense en effet qu'il faut réduire cette expansion, ça c'est sûr. Il faut l'empêcher parce que, comme je vous l'ai dit, elle produit des cultes, enfin des groupes séparés. L'idée des musulmans et de la pureté, et puis des autres impurs. Donc évidemment, ça je vous parle dans l'inconscient aussi des gens. Il faut le réduire et pour ça il ne faut pas collaborer. Il est évident que si vous voulez absolument faire du profit au nom de la multiculturalité, de l'inclusivité, etc., et qu'en fait vous faites le jeu des gens qui divisent profondément la société, là ça relève de la responsabilité sociale des entreprises. Après tout, on leur demande de ne pas polluer, il y a un certain nombre de choses qu'ils peuvent faire en tant qu'entreprise, donc c'est le privé peut être impliqué. Ça relève de ça. Il faut qu'ils s'informent sur le halal, il faut qu'ils comprennent dans quoi ils rentrent. Qu'elle peut être manipulée, éventuellement, ou désinformée. Le fait est que le halal est un problème tel qu'il est, puisqu'il divise le monde entre pur et impur. Et que quand vous introduisez ça dans une société qui n'est pas faite pour ça, vous créez du désordre. Et vous facilitez en fait l'arrivée d'idéologies théocratiques qui ne sont pas compatibles avec la démocratie. Donc oui, il faut l'empêcher, et pour ça je pense qu'il faut former les marchands qui ne regardent que leur profit à long terme. De toute façon, ils le paieront un jour ou l'autre, parce que quand Leclerc va proposer du halal dans ses rayons, les musulmans vont venir, et puis après ils vont trouver que c'est pas tout à fait assez musulman, qu'il y a un peu trop de proximité avec la charcuterie, etc., etc. Et quand H-Market, qui est un magasin dédié au halal, va s'installer à côté, il va prendre tous ses clients. Voilà ce qui va leur arriver. Ou alors il faudra que M. Leclerc se convertisse. Nous sommes avec Florence Bergeau-Blaclair et voilà, nous sommes en train de voir aujourd'hui comment se méfier du halal qui est un petit peu envahissant. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Florence Bergeau-Blaclair, vos propos, vos recherches, vos ouvrages qui auraient pu vous attirer au contraire la considération et l'attention, vous ont plutôt valu de la réprimande, de la polémique, voire quelquefois même des condamnations morales. Où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là ? Je ne peux pas dire qu'il n'y ait pas de considération pour mes travaux, mais il faut sortir de l'université. C'est ça qui voilà, mais je parlais des pouvoirs publics. Est-ce qu'on vous a dit merci de ces informations ? Nous allons tout de suite nous appeler. Oui, je pense que j'ai beaucoup de soutien. D'ailleurs, je fais des conférences partout, sauf dans le milieu académique, mais c'est pas tout à fait surprenant. On a vu pourquoi depuis le 7 octobre, ça s'est manifesté. Ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme antisémite s'est manifesté. Donc non, en dehors de l'université, j'ai beaucoup de soutien. Qu'est-ce qu'on vous reproche ? Je ne sais pas exactement, parce qu'il n'y a pas d'argument. Ce qu'on dit, en fait, j'ai un peu tapé dans la fourmilière quand j'ai dit attention, le frérisme, c'est pas un communautarisme, c'est un communautarisme
qui a un objectif. On parle bien des frères musulmans. Voilà. Et là, j'ai parlé des frères musulmans. J'ai dit, ils n'ont pas perdu leur volonté de conquérir la planète parce qu'ils l'ont écrit. C'est dans leur doctrine. Ils le font, c'est dans leur doctrine. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et j'ai dit aussi que la gauche était un peu l'allié utile, pour être poli, de ce mouvement-là, et qu'elle jouait un rôle très important. Alors, il n'y a pas qu'elle, il y a aussi un peu... Là, je suis plutôt sur l'islamo-droitisme. On voit qu'il n'y a pas que la gauche, il y a aussi les marchands. Il y a aussi l'intérêt, les libéraux et les néolibéraux qui finalement jouent un rôle dans la diffusion de cette doctrine salafiste politique. Vous voulez dire qu'on peut faire du fric avec l'islam, quelque part? Voilà. En tout cas, pendant un moment. Mais ceux qui jouent à ce jeu-là seront, à mon avis, sévèrement... il va y avoir un backlash, comme on dit. Aujourd'hui, quel est le niveau, là, plus concrètement, de prise de conscience au niveau des pouvoirs publics? Il y a déjà... Est-ce que, d'abord, vos ouvrages ont permis d'ouvrir les yeux à certaines autorités qui n'avaient rien vu? Est-ce que vos ouvrages ont interpellé une partie de la classe politique? Alors, il y a ceux, évidemment, qui vous fustigent, mais il y a peut-être ceux aussi qui vous disent, il serait peut-être temps de regarder de plus près ce que Florence Bergeau-Blaclair nous explique. Et est-ce que vous sentez qu'à un certain moment, il y a des mesures qui peuvent découler, des prudences ou des prises de position? On le fait bien sur Chine, hein. Oui, les plateformes, attention, les petits colis, c'est tragique. Est-ce que sur ce que vous dénoncez, il y a eu un début de prise de conscience de la part, j'allais dire, de l'appareil public en général? Au niveau national, il y a eu ce rapport sur les frères musulmans, qui a découlé effectivement d'un certain nombre de... autour de mon livre. Alors ça se verra peut-être plutôt en région, au niveau local, parce que ce sont vraiment les maires qui sont au contact en fait de ces problèmes, et eux me consultent très souvent, s'interrogent, mettent des barrières maintenant dès qu'ils le peuvent, mais ils ne sont pas aidés parce qu'évidemment ils vont être immédiatement accusés d'être islamophobes. Mais ça fait partie du jeu. C'est bien dans la progression de l'islamisme, il y a la volonté de faire taire son adversaire. C'est une guerre en fait qui nous est menée, une guerre psychologique pour le moment, qui de temps en temps fait quand même des morts. On a des actions terroristes, mais tout cela, faut le voir dans un ensemble. Le terrorisme, ça fait partie de cette guerre de conquête et de ce djihad en fait, qui utilise beaucoup de moyens, le marché ou d'autres. Donc il faut le voir dans cet ensemble. Je pense que ça commence à rentrer un peu dans les esprits, et c'est là-dessus qu'on avance. Et on avance peut-être encore un peu mieux en France que dans les autres pays européens, où la situation est peut-être encore pire. On est confronté depuis quelques temps, et là plus précisément avec les récents faits d'actualité, avec les narcotrafiquants, l'impact du narcotrafic sur la société. Il est dit que dans certains quartiers nord de Marseille, il y a une collusion entre les réseaux islamiques et les narcotrafiquants. Un pacte. Toi, tu fais ton commerce, mais moi, je fais la police. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a ça m'étonne pas. Dans le principe, ça ne m'étonne pas. Alors, j'ai pas étudié ça parce que j'étudie plutôt. Ce sont des policiers qui le disent. Et puis surtout, j'étudie plutôt l'islamisme légaliste, comme on l'appelle, celui qui fonctionne à l'intérieur du droit, qui ne dépasse pas les limites autant que possible. Alors ça peut arriver, mais autant que possible, il reste dans la loi. Ça veut dire qu'ils ont des avocats, ils ont des médecins, ils ont des avocats, ils ont des médecins, ils ont des psychologues, et en fait, ils se sont développés dans tous les corps de la société. C'est ça, quand on parle de l'entrisme, de l'infiltration, etc. Les réseaux sont là. Donc il y a vraiment des réseaux, vous le dites. Voilà, et ils le disent, à condition d'aller voir effectivement quand ils parlent dans leur space, comme on dit. Donc ils le disent, ils l'ont écrit. Ça vient quand même d'un certain nombre de travaux, et notamment de ceux de Youssef El-Kardaoui. Donc ce n'est plus un secret maintenant. Il faut prendre ça au sérieux. Notre problème, c'est notre arrogance. On ne prend pas ses adversaires au sérieux. Or, ils sont forts et ils sont intelligents. Donc si on ne développe pas l'antidote nécessaire contre de façon intelligente aussi, parce que contre l'intelligence il n'y a que l'intelligence, malheureusement ou heureusement, eh bien on se laissera faire et on n'aura rien vu de ce qui nous est arrivé. Si certaines communes aux prochaines élections municipales se dotaient d'un conseil municipal où des musulmans fondamentalistes étaient majoritaires, ça pourrait poser un problème institutionnel ou non? Oui, bien sûr, c'est déjà dans certaines communes le cas. Il n'est pas nécessaire d'ailleurs d'être majoritaire pour regardez une classe d'élèves, si vous en avez 2-3 qui sont très dissipés, le professeur ne peut plus donner cours. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que vous avez des agitateurs, des gens qui sont là pour semer le doute et introduire leurs idées en disqualifiant tous ceux qui expliquent leur système, leur visée, leur méthode.
Ça, c'est, je vais dire, c'est l'ensemble des tendances salafistes, donc du fondamentaliste intégriste, donc les frères musulmans. Pour moi, les frères musulmans sont des salafistes, mais d'un genre spécial. Dans l'islam de France, l'autre tendance des soufistes, c'est-à-dire des gens qui sont pour l'ouverture et la tolérance, qui signalent eux aussi qu'il y a dans leur corps religionnaire des gens qui se comportent pas conformes, Alors, qui sont pas conformes aux intérêts de la République. En fait, ça peut surprendre, mais moi, les soufistes que j'ai rencontrés sont plutôt du côté des fréristes, ce qu'on appelle le soufisme. Mais par contre, ceux qui sont plus critiques vis-à-vis des frères musulmans, ce sont les salafistes. Il faut bien s'y retrouver. Les soufis, c'est plutôt la version ouverte et tolérante de l'islam, le soufisme. Enfin, c'est présenté comme ça. Et eux seraient plutôt proches des frères musulmans, alors que les salafistes, qui sont une définition de l'intégrisme. Et ça peut paraître paradoxal, mais ils ne sont pas très critiques vis-à-vis des frères musulmans, parce qu'il y a une composante soufie aussi dans le frérisme. Alors, est-ce qu'il y a un islam tolérant en France qui s'inquiète de ce que vous dénoncez? J'ai dit tout à l'heure, les frères musulmans sont des salafistes d'un genre particulier, sont des salafistes politiques. Avec un projet, tandis que les salafistes purs n'ont pas de projet de conquête sur les pays mécréants. Quand un salafiste pur n'est pas destiné à vivre dans un pays hors du Dar el-Islam, comme il dit, donc ils sont obligés de rentrer dans leur pays. Ceux-là sont très hostiles généralement aux frères musulmans. Ils les trouvent opportunistes. Ce sont des innovateurs. Ce sont des gens qui ne sont pas sérieux, qui ne sont pas dans la lignée et dans l'esprit du prophète. Je pense que le débat politique va assez vite s'emparer des enjeux que vous soulevez dans vos ouvrages et dans vos témoignages. J'espère. En tout cas, en particulier sur le marché, je pense qu'il faut, où il y a une connaissance à peu près proche de zéro, il faut vraiment commencer à s'intéresser à ça. Et j'appelle les marchands, les entrepreneurs aussi, qui veulent se lancer dans ce business-là, à être très prudent et peut-être en lisant mon livre. Et il y a des mesures très concrètes à prendre, tout en respectant bien sûr qu'on respecte la loi républicaine, mais enfin sans rentrer dans une polémique, il y a des mesures de protection à prendre, comme on les a prises pour les importations de produits asiatiques qui sont pour le coup, qui sont pas licites par rapport. Non, ça malheureusement, on pourra pas utiliser le droit. Il faudra utiliser notre discernement et ne pas faire le jeu et ne pas s'allier, ne pas travailler, ne pas collaborer avec le halal qui diffuse dans nos sociétés quelque chose qui n'est pas compatible avec ce que sont les sociétés démocratiques, libérales et séculières. Prise de conscience, pédagogie, courage politique, lucidité et surtout pouvoir s'exprimer. Et courage des entrepreneurs aussi. Voilà, et pouvoir s'exprimer librement sans être tout de suite taxé de xénophobie. C'est la base. Ou d'anti-islamisme. Vous avez encore un ouvrage en projet ou non après celui-là vient de sortir, donc je vais laisser un petit peu je pense que vous êtes en permanente recherche. De toute façon, il y a toujours des choses nouvelles. Votre situation personnelle, vous êtes... Je suis toujours sous protection. Voilà. En 2025, en République française... Mais j'ai appris que des collègues universitaires, doivent, quand elles parlent de l'antisémitisme, être protégées dans leur salle de classe. Ça, c'est nouveau. Et c'est évidemment une catastrophe, il faut en parler. Bon. Florence Bergeaud-Blaclair, merci pour votre témoignage, d'avoir été chez nous pour nous éclairer sur cet enjeu très important qui, je n'en doute pas, arrivera forcément à un moment donné au cœur du débat politique. Je pense aussi.